taper sur les doigts de la République du Niger au sujet de l'ancien président Mohamed Bazoum qui est en prison, il faut le dire ainsi, depuis qu'il a été renversé à la suite d'une révolution populaire portée par les populations nigériennes qui ont décidé de placer à la tête du pays le général Abdourahmane Tiani. Alors, vous qui avez eu vent de cette information qui est commentée de toutes parts et fustigée avec la dernière énergie, quelle est l'interprétation que vous faites de cette sortie du Parlement européen qui, jusqu'à preuve de concret, continue de traiter la République du Niger comme étant une préfecture de Bruxelles, un valet de la France ou encore comme un esclave des anciens royaumes occidentaux? Charlie, vous êtes avec nous? La question est la mienne. Elle est la vôtre. Je suis avec vous. Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez reprendre la question, essayer de la résumer parce que je ne l'ai pas bien suivi. Le retour n'était pas bon. D'accord. La question est celle de savoir concernant la réaction ou encore la sortie du Parlement européen quant à l'emprisonnement Vous me recevez? Je vous reçois 5 sur 5. Vous me recevez aussi? Charlie? Vous me recevez là? On vous reçoit 5 sur 5. Vous aussi? Vous me recevez? On vous reçoit. Vous me recevez? Charlie m'entend? Ok. En attendant que la situation soit rétablie avec Charlie, je vais devoir me diriger vers M. Bertrand Tatinda concernant le Parlement européen qui s'agresse aux autorités nigériennes comme si elles s'agressaient à une préfecture européenne, comme si elles s'agressaient à une région, comme si elles s'agressaient à des esclaves, il faut le dire ainsi. Est-ce que avec l'avancée et les mutations, est-ce qu'à plus de 50 ans des indépendances aujourd'hui, est-ce qu'on devrait encore vivre ce type d'expression, ce type d'agresse du Parlement européen à une nation qui aujourd'hui assume pleinement sa souveraineté et son indépendance concernant l'ancien président Mohamed Bazoum dont il demande la libération immédiate et sans condition? Très cher jeune frère, c'est par respect pour votre chaîne, pour notre chaîne, Oui. que je me livre à cet exercice. Ça revient à ce qu'on vient de se dire il y a quelques temps, il y a quelques minutes sur le premier sujet. Si nous les Africains, on ne veut pas se prendre au sérieux, qui nous prendra au sérieux? Pas que vous n'êtes pas en train de nous prendre au sérieux. C'est que même les sujets qu'on met à l'ordre du jour, il faut qu'on se prenne au sérieux. Il n'y a plus personne qui considère quoi que ce soit venant de l'Europe. C'est plus une union politique. C'est un rassemblement de miséreux, de pauvres, de mendiants, de faibles. Et vous me demandez à moi, M. Tatinda, Africain déterminé à conscientiser, à aider son continent à retrouver sa souveraineté, de faire un commentaire d'une histoire qui s'est discutée dans la commission. Aucune dépêche n'a mis ça en débat. Vous retrouvez, quand vous circulez un peu sur le net, vous retrouvez ça sur TV5, sur les chaînes françaises et encore des brèves. Prenons-nous souvent au sérieux. Dites-vous, vous faites de la conscientisation, mais une conscientisation répétitive. Non, la conscientisation n'est pas aller chercher des sciences, des quand même. jérémiades de vauriens. Demain, vous allez me demander de commenter le tailleur de Madame von der Leyen. Sur le problème au Moyen-Orient, là, Oui. la Commission européenne n'a pas de position, là. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, là? Il n'y a même pas à développer, là. Sont réunis les députés. Vous savez ce qui est amusant dans l'affaire risible? Ils demandent au Niger de respecter le droit international. Pour ce, un bel éclat de rire. Demande au Niger de respecter le droit international. Vous voyez comment vous traitez, vous, Africains?
Le droit international. C'est quoi le droit international? Qui édicte le droit international? Qui demande de respecter le droit international? Qui garantit le droit international? Donc vous considérez encore comme de petits esclaves, dont le droit international, c'est pour vous d'accepter de continuer d'être des néocolonies et des colonies. Parce que j'ai regardé le fondement juridique sur la base de quoi? Le Niger n'a aucun rapport avec l'Union européenne. Le Niger n'a rien avec l'Union européenne. Le Niger n'a aucun contact avec l'Union européenne. C'est-à-dire, vous entendez Tchani parler de l'Union européenne? Mais l'Union européenne se réunit à 524 voix, 2 contre, 29 abstentions. Nigériens, libérez Bazoum. Quand on demande sur quoi, sur quel fondement vous osez l'ouvrir pour nous demander ça? Il faut respecter le droit international. Donc pour eux, le droit international encore c'est sur vous. Je vous ai parlé ici de quelque chose que Washington a déchiré au nom maintenant où chacun se donne les moyens d'être fort et d'imposer sa force, son droit. Si nous on a les moyens militaires, pourquoi on n'irait pas coloniser l'Europe en quelque sorte pour s'élever? Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun papier. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun texte. La charte de l'ONU, c'est fini. C'est pour ça que M. Macky Sall veut juste exister parce qu'il rêve encore revenir au pouvoir au Sénégal. J'ai même envie de lui dire, mais M. Macky Sall, vous serez secrétaire général des Nations Unies. Ça va changer quoi sur votre vie? Mais il y aura les avantages en nature. Il aura garde-corps, il sera logé dans un appartement terrible à New York. Il y aura des conférences où on va dire, voilà l'arrivée du secrétaire général des Nations Unies. Mais qu'est-ce qu'il vaudra? Qu'est-ce qu'il vaudra? Rien! Rien. Encore faudra-t-il qu'il passe. Il ne sera pas différent d'un immigré sénégalais qui sur Times Square pose sa pacotille à même le sol et essaye de chercher 3-4 dollars. Il ne sera pas différent, mais il aura une pseudo-considération et ça va doper son CV de revenir peut-être en 2029 ou bien 2029 plus 5 en 2034 pour rechercher à gagner le pouvoir au Sénégal. Qu'est-ce qu'il y a à commenter là? Donc voilà la préoccupation. On demande de respecter le droit international. Ils vont plus loin. Ils insistent de laisser l'assistance humanitaire entrer au Niger, de rétablir la démocratie et d'aller aux élections transparentes. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Ben, s'il faut commenter ça, ben, c'est refaire des émissions que nous avons faites il y a 15 ans sur Afrique Média. Excusez-nous, on a déjà un peu, on est en train de prendre nos retraites. C'est vrai. Les Charlie qui sont brillants, les Jonathan qui arrivent et tout, prennent les plateaux. Peut-être même l'année prochaine, je serai plus sur les plateaux. Pas parce que je veux plus être sur les plateaux. Mais je vais estimer peut-être que il vaut mieux. Je vous ai dit que je veux planter le maïs, donc je plante les céréales. Je suis un céréalier, donc je vais être plus préoccupé à me dire que mais monsieur Tatina réussissait ce projet de planter les céréales parce que les enfants africains ont faim. On en a encore beaucoup qui se jettent dans le désert, qui vont dans la Méditerranée parce qu'ils cherchent un plat de nourriture, les restes de nourriture des tables des autres. Mais qu'est-ce que vous demandez de commenter là? L'Union, vous me demandez de commenter les... C'est quoi député européen? C'est des abrutis. Ils sont différents de Trump. C'est quoi un député européen? Un député européen peut pas vous te citer 4 pays africains hein? En matière de culture. Idiot, on n'en plus fini. Pas un député. Pourquoi vous ne les prenez pas? Pourquoi vous ne les prenez pas ici à Pan-Africain? Essayez d'avoir des contacts qui vous mettent en face. Vous dites, oh, monsieur le député, donnez-moi le nom de 5 pays africains. Ils n'arrivent pas. Ils ne connaissent pas la carte de l'Iran. On a fait un reportage. Moi, je vous donne donc ma position. Oui. Ne me demandez plus de commenter les commentaires des responsables européens. Mais ce que dit le président Madakandi est vrai. Mais toi, tu vas... l'histoire de leur pays, l'histoire de leur propre pays. Mais tout dès à nous de venir. Donc vraiment, excusez-moi, prochainement, je veux prendre ce temps de parole pour parler, comment je peux dire, pour parler de la lutte contre le terrorisme dans notre pays. De voir effectivement comment est-ce qu'on peut muter en réflexion, comme l'a dit le président Banda, pour que la sagesse africaine puisse être interprétée et comment on se met ensemble pour défendre nos pays. Mais vous me demandez, l'Union européenne, moi je supplie les autorités du Niger. Vraiment, je supplie. Ne commentez pas ça. Vu et ignoré. C'est-à-dire, c'est parce qu'ils veulent exister. Aujourd'hui, que personne ne les regarde plus. Ils sont considérés comme des... L'Union européenne, c'est un pays, ça ne peut rien. Donc, il faut exister. Donc, il faut qu'il y ait un mouvement, une injonction, une résolution, c'est-à-dire qu'un autre Parlement européen qui donne aux petits Européens, c'est-à-dire qu'il est très européen, un alphabet européen, on a un Parlement, on a l'Union européenne, on a encore un petit point, mais c'est toujours dirigé vers vous, c'est-à-dire que vous, Africains, et on parle de droit international quand il s'agit de vous,
C'est-à-dire pour eux, droit international, c'est que vous restez néocolonie, restez paillasson de l'Europe, restez esclave de l'Europe, restez sous-homme, restez esclave. Voilà, vous respectez le droit international. Vraiment, par respect pour vous, chers journalistes, ne me posez plus et ne me dites plus ici sur ce plateau de venir faire les commentaires d'une idiotie où des gens sont députés européens mais n'arrivent même pas et ne peuvent même pas vous parler de l'histoire de leur propre pays. D'accord, merci Bertrand Takida. Ça nous donne l'occasion de revenir vers Charlie Kenyé, si la réalisation nous confirme qu'il est avec nous de par la connexion. Charlie Kenyé, si vous nous recevez de votre côté. Alors, j'aimerais bien savoir comment le Parlement européen peut parler du droit international au sujet de Mohamed Bazoum, alors même qu'il y a quelques semaines, Donald Trump, avec les États-Unis, capturait, kidnappait du côté du Venezuela Nicolas Maduro sans que ça n'émeuve personne. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que le droit international ne survienne que lorsqu'il s'agisse d'un pays africain ou alors d'un Africain? Charlie, vous nous recevez? D'accord. On va revenir vers vous dans pas longtemps, histoire pour nous de nous retourner maintenant vers le président Bandakani. On y revient dans un instant. Alors Jonathan Batengene, je suis avec vous. Vous avez entendu la question que j'ai adressée à Charlie Kenyé. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que le droit international n'a de sens que lorsqu'il s'agit d'un pays africain, d'un homme politique africain, alors même qu'il y a quelques semaines, Donald Trump et les États-Unis kidnappaient un chef d'État vénézuélien qui, jusqu'à peu de concret, est dans une chambre ou encore dans les géoles américaines sans que cela n'émeuve aucune autorité, aucun député européen. Qu'est-ce qui peut justifier cela? La vassalité. Quand vous êtes un vassal, vous êtes soumis aux aigreurs, aux humeurs de votre souverain. Le véritable souverain de l'Europe, c'est les États-Unis. La crise ukrainienne est venue amplifier la suzeraineté de l'Europe. L'Europe est devenue ce qu'on appelle dans le latin un imperium marorem. Imperium marorem, c'est-à-dire que il y avait dans la Rome antique deux types d'imperium pour parler du pouvoir impérial qui était considéré comme étant le pouvoir du souverain. L'imperium marorem, c'était le pouvoir qu'avaient les gouverneurs dans les localités, les colonies qu'ils administraient. Et l'imperium marorem, qui est un pouvoir majeur dans la zone d'exercice, avait une limite. Elle ne pouvait pas déclarer la guerre. Le droit de déclarer la guerre relevait essentiellement de ce qu'on appelait l'imperium rerum. Et l'imperium rerum était le propre uniquement du pouvoir central, c'est-à-dire que de l'administration du César en certaines situations. Et le cas échéant, ce César, lorsqu'il devait se prévaloir de cet imperium rerum dans des moments difficiles, il devenait ce qu'on appelle un dictateur. Dictateur, c'était une phase de gouvernance. Je tiens à rappeler ça parce que l'intelligentsia occidentale, surtout celle qui s'est spécialisée dans les sciences politiques, a pris l'habitude de galvauder le concept de dictateur. Oui. La dictature était un mode de gouvernance pour un objectif précis. Quand il y avait la guerre à Rome, le César était investi d'un pouvoir spécial. Le Parlement était mis en berne. Les gouverneurs se mettaient tous au service du César, qui lui devenait un chef de guerre, et on l'appelait le dictateur. Il gouvernait par diktat. Les diktats étaient des actes qui sont pris, des actes de gouvernement qui sont pris dans le cadre
de cette gouvernance directe. On n'avait plus besoin des lois. Le Parlement ne voulait plus les gens pour commencer à débattre parce que le pays est en guerre. Oui. Donc la dictature prévalait pour stabiliser Rome. Donc si vous prenez même d'abord la dictature dans son essence, la dictature est positive. Elle prévaut dans un contexte précis. Quand un pays n'est pas stable, il faut un dictateur. D'abord, c'est ça. Les pays africains ne sont pas stables. Donc, il faut de bons dictateurs en Afrique. C'est pour faire une petite parenthèse. Mais pour revenir, l'Europe était ce qu'on appelle dans l'architecture internationale un imperium maiorem. C'est-à-dire que l'Europe n'a pas d'initiative. L'Europe accomplit les volontés de Washington. Regardez comment Donald Trump se moque des dirigeants européens. Il les traite comme la pie vermine, comme la petite racaille, comme si c'était des petits dealers. Il dit, ah toi là, tu t'es lavé, ah ton parfum il sent bon, oh toi là, oh, mais tu es belle aujourd'hui, mais tu as fait une nouvelle coiffure, qui t'a coiffé? Il pose des questions un peu ridicules comme ça, on dirait un père. C'est une posture paternaliste, il le fait volontairement pour leur faire comprendre que vous êtes tous des vassaux, vous ne valez rien. Je vous accorde l'importance que je souhaite. Emmanuel. Non, tu vas signer. Oh, président, non, je peux. Non, tu vas signer, Emmanuel. Il dit Emmanuel est venu avec les lunettes, il était très fâché. Il m'a même fait peur. Vous voyez, on ne plaisante pas comme ça avec un véritable souverain. Non, mais puisqu'ils n'ont pas la souveraineté, regardez la guerre, regardez le conflit. Tout à l'heure, Bertrand vous a pris un exemple. Il dit qu'il n'y a que le chancelier et le premier ministre britannique qui ont été informés à la dernière minute. Macron lui a même rien dit. Ça veut dire quoi? Alors qu'ils sont tous membres de l'OTAN. Il y a même des pays là-bas, si on les informe, pour eux, c'est même si c'est 10 jours après le début des hostilités, les gens comme les Portugais. Le Portugal, c'est un exploit. L'Estonie, même peut-être on ne leur dit jamais qu'on est en conflit. On ne leur dit pas. Leurs généraux sont seulement prêts, mais ils ne savent même pas pourquoi ils sont prêts. Ils sont là, ils sont mobilisés, ils ne savent pas pourquoi. Ils entendent aussi à la télé, comme vous et moi, qu'il y a guerre en Iran. Ils ne connaissent pas, ils sont à l'OTAN, mais ils ne sont pas là où on décide. Les généraux français, je vous prends un cas. Il y a eu une interview du papa du soldat français qui est décédé là. Et ce papa, il explique que son enfant est dans le cadre de la défense, ils aident à défendre. Non, un papa français, ils sont dans le cadre des accords avec les Émirats Arabes Unis. La France fait décoller des rafales pour aller abattre les drones Shahed et aide ainsi la défense anti-aérienne émiratie. Il dit, son fils lui explique que dans le cadre de la défense est dans la zone. La France est membre de l'OTAN. Les États-Unis ne partagent aucune information avec la France. Aucune. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'on sort ici, on va attaquer ensemble quelqu'un. Bertrand ne partage aucune information. Il parle seulement avec le président Banda. Et nous sommes en alliance. Mais c'est quel genre d'alliance? Ils ont créé l'alliance. Ce n'est pas une alliance. En fait, je suis une sorte de Tchinda, comme on dit dans notre langage. Je suis un Tchinda qui suit les véritables leaders. Et c'est au gré de leurs humeurs que je vais réagir. Dans l'alliance avec les États-Unis, dans ce qu'on appelle l'OTAN là, aucun général français ne peut taper du poing sur la table et dire ici là, on ne fait pas ça. On va lui dire allez, sors. Sors. Et on dit à ses colonels, suivez-le. Bande d'impertinents. Ils vont rentrer. Et je vais vous dire une chose, quand ils vont rentrer à Paris, le président français va les sanctionner pour s'être fâché devant les patrons états-uniens. On va dire, toi, général, tu ne sais pas que devant on ne réfléchit pas. On exécute, on ne réfléchit pas. L'Europe n'a pas d'initiative. Donc c'est d'abord pour vous mettre dans le contexte. Bon, maintenant, si vous avez cette logique, quand on parle donc de cette logique d'un souverain majeur, d'un souverain royal, d'un souverain véritablement avec une posture de dominant, vous devez comprendre qu'on n'est pas dans les rapports juridiques écrits codifiés. Non. Le rapport juridique codifié est venu simplement consacrer
les dispositions d'un rapport de force. Comprenez? Oui. Et chaque fois qu'un rapport de force est modifié, on modifie les codes juridiques. En fait, le droit est au service des puissants. Ça s'appelle encore, dans le réalisme géopolitique, ça s'appelle la lawfare. La lawfare. Mais si on revient à un élément simple, les États-Unis structurent, pensent à travers un réseau d'ONG, ce que vous appelez droit international, qui est en fait l'organisation des règles à l'avantage de la domination états-unienne. Donc si on doit se placer du point de vue du droit international, en fait, nous tous on doit suivre ce que les États-Unis veulent. Non, la sphère internationale n'est pas régie par le droit international, elle est régie par le rapport de force. Nous sommes sortis de là, nous sommes dans la géopolitique pure, hein, Bertrand. Cette géopolitique veut que on inverse le rapport de force. On n'attend pas, on n'a pas un texte qu'on attend qui s'appelle résolution de l'ONU. On n'a pas ça. On est dans un rapport de force. Et Bertrand vous l'a bien expliqué. Oui. Maintenant, si on revient, c'est quoi dit qu'on impose, on veut appliquer au droit international au Niger. Le droit international n'est pas incompatible avec ce qu'ils appellent droit international, n'est pas incompatible avec le droit organique d'un État. La Constitution qui a sanctionné Bazoum disait que cette Constitution qui avait été votée sous Bazoum disait que c'est les militaires qui sont les garants de cette Constitution. C'était pas ça, Bertrand. C'est cette Constitution qui a jugé Bazoum. Cette Constitution a consacré les militaires comme les derniers garants, les gardiens de la Constitution. Qui a enlevé Bazoum au pouvoir? C'est les militaires, ils ont rempli leur rôle constitutionnel. En quoi c'est contradictoire avec le droit international? Soit vous savez, quand on prend une bande de gens qui n'ont pas... Bertrand vous a expliqué qu'ils ne connaissent déjà pas l'histoire de leur pays. Bon, beaucoup sont arrivés là parce qu'ils sont les copains des uns et des autres. C'est du copinage. Parfois, c'est des hommes qui sont les prostituées des autres hommes. Ils ont été cooptés. Voilà. Cooptés. On les amène là dans cette affaire de parlement. Et vous les retrouvez là. Ils n'ont aucune capacité d'analyse. Je ne dis pas qu'ils ne lisent pas. Non, on leur donne le document, mais ils ne comprennent même pas ce que le document veut dire. Ce qui est écrit, c'est comme un chien devant la télé. Ils regardent les lignes comme ça. Et on leur a déjà dit, quand ils étaient dans leur bureau, on leur a dit, voilà 2 millions voilà 2000 euros. Tu vas voter pour lorsqu'on va parler de ce projet. Donc c'est des hommes corrompus. Quand ils arrivent, on les a préparés. On leur dit, vous votez. Et ils s'asseyent, ils votent. Vous leur donnez trop d'importance. Il n'y a même pas de démocrate dans cette affaire. D'accord. Maintenant, pour revenir, parce que moi je sors par là, il fallait d'abord botter en touche tout ça. D'accord, et vous chutez rapidement, pardon. L'affaire de Bazoum, ça devient déjà un peu trop. Ça c'est notre camp. C'est notre bloc qui tient Bazoum. Hein, Bertrand? Quand ils ont pris notre Kadhafi, ils l'ont tué. Les députés là que vous dites, c'est les supporters des gens qui ont tué Kadhafi. C'est eux qui supportent ceux qui vont aller tuer le guide iranien. Est-ce qu'ils ont permis même à Kadhafi de se défendre? Est-ce qu'ils ont donné un seul jour à Kadhafi de se défendre? Bon, nous sommes tellement humains, comme le professeur Mbele dit souvent, nous sommes tellement humains. Si le dossier de Bazoum, l'Union européenne met encore cela sur la table, vraiment que le gouvernement nigérien prenne des décisions fermes sur ce monsieur. Mais Bazoum est un criminel. Il a vendu son pays. Combien il vendait l'uranium? L'uranium se vendait sur le marché international à 300 000 francs. Bazoum vendait le kilogramme à 3 000. Mais si vous avez un tel président, c'est pas la trahison, la haute trahison? La haute trahison aux États-Unis, c'est passible de quoi? C'est pas la peine de mort. Si le président états-unien, il est passible, il est soupçonné de haute trahison, quand on va le juger après, c'est la peine de mort. Hein. Et là-bas, ça s'exécute. Mais le gouvernement, on ne doit pas jouer avec
comment on va dire, les valeurs humaines, l'humanité du gouvernement nigérien actuel. Il ne faut pas jouer avec ces hautes valeurs qu'ils veulent défendre. Bazoum, c'est le genre d'homme qui devait, au lendemain d'un procès, être exécuté. Pour être l'exemple que désormais les traites, voici leur sort. Mais ce monsieur de Bazoum, si son sujet redevient encore très redondant, il faut passer un message ferme. On lui passe un procès, et à la fin du procès, ça se passe comme avec le général iranien qui a trahi. On lui a donné lui-même le fusil de se tuer. On a dit, prends le fusil, voilà le téléphone, filme-toi. Quand il a fini de se tuer, ils ont envoyé la vidéo dans les réseaux sociaux. Mais les Iraniens ont compris comment résoudre ce problème. Non, que l'Union européenne nous laisse l'affaire Bazoum. Qu'ils se mêlent de leurs affaires. Actuellement, ils ont des gros problèmes financiers. Qu'ils s'arrangent à chercher l'argent là où ça se trouve. S'ils soulèvent encore le dossier Bazoum, les autorités nigériennes doivent prendre la décision qui s'impose. Bazoum jouit pour l'instant d'un traitement de prince. Mais un type quand même, il a le cuisinier. Vous avez suivi la fois dernière quand il voulait s'évader. Il a le cuisinier, il a la télévision, il a 2 téléphones. Quel est ce genre de prison? Non. Le gouvernement, qu'on ne se joue pas de l'humanité des gouvernants du Niger. Les gouvernants du Niger sont très humains. Ils ont beaucoup accordé des mesures de clémence à ce monsieur Bazoum. Et ce cadre-là ne devrait pas être pris comme une faiblesse. Parce que l'Occident a cette tentation de croire que l'humanité des dirigeants des pays qui refusent leur hégémonie est une faiblesse. Ils prennent cela pour une faiblesse. C'est ainsi qu'ils prenaient le guide à ramener, qui est décédé. D'accord. Paix à son âme, et nous nous inclinons devant sa mémoire. Aujourd'hui, c'est eux qui cherchent le cessez-le-feu. Et il y a un nouveau guide qui, lui, il n'a pas ces sentiments-là. Il leur a dit, le guide qui négociait est mort. Bon. Qu'il ne se hasarde pas à amener les autorités nigériennes à la même fermeté. Parce que s'ils amènent les autorités nigériennes à bout, Bazoum sera jugé, condamné, conformément à la sanction qui s'impose aux traîtres. Et les autorités nigériennes seront responsables. L'Union européenne ne fera rien. Ils n'ont pas d'uranium, ils sont pauvres, ils n'ont pas de pétrole. Ils vont s'agenouiller un à un au Niger pour venir commander ces ressources. D'accord. Professeur Mbelek, nous avons une Union européenne à l'agonie, aux abois, qui donne le sentiment d'être affolée par rapport aux privilèges qu'ils ont perdus depuis quelques années déjà dans le Sahel, et particulièrement dans l'ensemble de ces 3 pays, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Aujourd'hui, nous sommes à parler de Mohamed Bazoum, qui autrefois était un grand ami de cette organisation, et nous nous rappelons encore comme si c'était hier d'une déclaration qu'il avait faite lors d'une interview avec une chaîne française, que les armées sahéliennes, ou particulièrement l'armée nigérienne, n'est pas prête pour affronter les terroristes ou les djihadistes sur le terrain. Une déclaration qui d'ailleurs avait créé une onde de choc un peu partout en Afrique, et particulièrement dans la zone ouest africaine. Alors, quand vous avez un type de personnage et qu'aujourd'hui l'Union africaine en vienne à se jouer un véritable gendarme ou encore un défenseur des droits de l'homme, qu'est-ce que ça vous dit? Ok. Bon, je vais répondre. Hein. Toutes les questions méritent réponse de toute façon. Moi, j'ai posé la question ici, il y a quelques semaines. J'ai dit, qu'est-ce que Bazoum... Il est encore là. S'il est en vie ou bien? Oui, ça veut dire qu'il est encore là. Et pour moi, il veut peut-être de cette terre, quoi. Ah ben, si les gens ont la mémoire, je l'ai posé ici la question. Pourquoi le Niger conserve Bazoum? D'abord, il y a un coût. C'est quoi l'intérêt? Donc c'est une monnaie d'échange. Pourquoi Bazoum est encore là? Il y a longtemps qu'il devait être jugé.
Le coup d'État a lieu il y a déjà il y a presque un peu plus de 2 ans, surtout autour de 2 ans maintenant. Il devait être jugé et condamné avec la peine qu'il mérite. Et en tant que traître, parce que même ce que tu viens de reprendre là, il avait dit que les terroristes sont mieux armés. Oui. L'armée dit on ne peut pas faire Mais lui, il est président, pourquoi? Ça avait été qualifié de haute trahison. Et il a libéré beaucoup de terroristes, souvenez-vous. Quand je dis vous, c'est pas toi, je parle de tout le monde. Oui. Il a fait libérer beaucoup de terroristes qu'on retrouvait encore après, qui venaient massacrer les militaires. Bazoum a fait ça. En fait, la réponse de Bazoum, c'est qu'ils sont ses alliés. Les terroristes, c'était ses alliés. Donc, un monsieur comme ça, on lui fait un coup d'État, on le juge, la peine qui lui revient, si c'est la trahison, comme le Niger a remis la peine de... je ne sais pas si le Niger a remis, mais en tout cas le Burkina l'a remis. Si c'est la peine de mort, ben c'est la peine de mort. Bazoum lui fait quoi? Et puis, c'est-à-dire que si ça ne n'arrange pas le gouvernement nigérian, c'est que ça le dérange. Qu'est-ce qu'ils font encore là? La preuve, c'est que ça permet à cette Union européenne de venir raconter sa vie. Parce qu'ils racontent leur vie, là. Pourquoi je dis qu'ils racontent leur vie? Ok. Il y a un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. Il a été plusieurs fois en Europe. On l'a arrêté. Pour le massacre à Gaza. C'est pas un massacre, c'est un génocide. La TPI, Tribunal pénal international, pas la Cour pénale internationale, le Tribunal pénal international a condamné. En tout cas, il est mis aux arrêts au niveau de la TPI. Et que toute nation, s'il passait par cette nation, doit l'arrêter. Mais Bazoum, Netanyahou a fait plusieurs tours en Europe, on ne l'a jamais arrêté. Donc s'ils respectent le droit international, pourquoi ils n'ont pas arrêté Netanyahou? S'ils respectent le droit international, pourquoi ils n'ont pas empêché de commettre le génocide à Gaza? Qui continue d'ailleurs. Et Jonathan ou alors Bertrand l'a rappelé tout à l'heure pour Maduro, ou c'est toi-même d'ailleurs, Maduro. Pourquoi ils disent rien sur Maduro? Est-ce que c'est ça que le droit international dit qu'on a arrêté un président chez lui, dans son propre pays, alors qu'il est encore en activité? On l'amène dans un autre pays pour être jugé? Le droit international permet ça? Donc s'ils ne respectent pas le droit international, on ne doit donc pas donner de la considération à ce qu'ils disent. Ça veut dire que ces gens-là disent n'importe quoi. Quand on dit des choses qui n'ont pas de sens et qui contredisent les principes qu'on prétend défendre, on entre dans du non-sens. Et comme je suis moi, mathématique, un peu dans mon esprit en tout cas, si on me pose une question, on prétend que c'est mathématique. Première chose que je fais, je ne me jette pas comme ça, si c'est un calcul à faire ou un raisonnement, je ne me jette pas dans le travail comme ça. La première chose, c'est est-ce que ça a du sens? Si ça n'a pas du sens, je pose mon stylo. Je ne me fatigue même pas. Si ça a du sens, maintenant je commence à chercher. Ça peut prendre du temps, mais ça en vaut la peine. Si ça... Parce qu'ils parlent de droit international. Eux, ils ne le respectent pas, ils ne le font pas respecter quand ça ne joue pas selon leurs intérêts. Donc le problème, c'est les intérêts. Le problème, c'est le rapport de force. Tout le monde l'a dit ici. Le problème n'est pas le droit international, c'est un prétexte. Ok? Donc maintenant, c'est aux autorités nigériennes de réagir. Si on interpelle, on demande de relâcher Bazoum. Ah, il y a aussi un autre cas. Il y a un autre cas africain aussi. Toujours concernant un coup d'État. Lorsque Ali Bongo, criant en Mondovision, make noise, make noise, make noise, il a dit faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. Hein? Et quand l'a arrêté, on l'a mis en prison. Son cousin Oligui a fait du coup d'État. Est-ce que l'Union européenne a demandé une seule libération d'Ali Bongo? Qui les a si bien servis d'ailleurs. Ils sont en contradiction. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, ces gens-là n'ont aucun esprit mathématique. Les dirigeants occidentaux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mathématiciens en Europe, au contraire, il y en a même un très bon niveau. Mais les dirigeants qui sont trois, la preuve, un Bardella n'a même pas le bac alors il a le bac. Il a fini par avoir le bac. Mais il n'a pas autre chose que le bac. Et encore, de quel bac il s'agit? Ce n'est pas le plus dur de la France, ce n'est pas un bac scientifique. Parce que parmi les bacs les plus durs, c'est le bac scientifique. C'est les Français mieux de la hiérarchisation. Bardella, il doit avoir un bac facile à faire quelque part. Hein? Peut-être EES, encore ES même c'est gentil, ES c'est même... à part ça, à l'époque, tu avais SES. Maintenant, ils ont tout chamboulé même maintenant. Mais Bardella, à quel niveau? Même s'il a le bac, il n'a aucun diplôme universitaire. Il n'a jamais fait d'université. Non, laissez mon argument, Non, laissez mon argument. Non, parce que là c'est une façon de ramener un argument à zéro alors qu'il veut avancer pour aller là où vous voulez même, où vous pensez même pas. Non, mais tu l'as déjà dit plusieurs fois, président, toi t'en fous des diplômes.
Oui, je t'écoute. Et tu vois que moi j'accorde plus d'importance? Non. Bon alors. Ceux qui t'écoutent. C'est tout. Laisse-moi Ceux qui m'écoutent. Ils peuvent- Bon, d'abord, j'ai rien contre les diplômes. C'est ça. Parce que pour l'instant, non, d'abord, j'ai rien contre les diplômes. Je vais expliquer. Parce que c'est comme je dirais que dans ce cas, je m'en fous de la République. Effectivement, je m'en fous de la République. Effectivement, moi, je suis même contre la démocratie. Mais le fait est que c'est elle qui a cours. Je suis réaliste. Dans les diplômes, s'il y a des examens, moi, j'ai fait toute ma... Attendez, je vais donner tous les diplômes que moi j'ai. Hein. J'ai sauté aucun. Non, Je vais donner mes diplômes. On va pas y revenir. Non, si je vais le faire. Tu m'empêches de parler. Restons sur le fond. Je vais donner mes diplômes. Restons sur le fond de la Non. question, professeur. Non, entre ceux qui n'ont pas répondu à ta question, moi je réponds à ta question. Non. Je vais donner mes diplômes. Restons sur le fond de Je la donne mes diplômes. Non, il Je faudrait donne pas mes donner le diplômes. sentiment à nos téléspectateurs. Je donne mes diplômes. Je vais les donner aujourd'hui. Tu peux dire qu'est-ce que tu veux mal. Non, tu me coupes la parole, tu la prends. Moi, J'ai dit qu'on devait être concis sur la... Je suis concis, je suis sur mes diplômes. Sur le sujet. Je donne mes diplômes. J'ai le CEPE que j'ai passé ici au Cameroun. D'ailleurs, la même année, j'ai passé le concours d'entrée en 6e. Voilà. Oui. J'ai le CEPE. C'est ce cas de fin d'études primaires élémentaires. J'ai ça. À la base. Ok, école primaire. J'ai ça. C'est ça ici. J'étais à l'école principale à Cécile. J'ai le CEPE. Le diplôme qui suit, j'ai le brevet. Le diplôme qui suit. Non, je ne suis pas le combattant parce que moi j'étais en France, mais j'ai le baccalauréat C. J'ai le DUG, hein, physique-chimie. J'ai la licence physique. Et j'ai la maîtrise physique. Et j'ai le DEA. Et j'ai le doctorat en astrophysique. C'est-à-dire, l'intérêt de citer tout ça, que moi je ne suis pas un paresseux. Puisque le système dit que faites tes diplômes, moi j'ai l'intelligence pour le faire, je l'ai fait. Et je ne suis pas paresseux intellectuellement. J'ai passé des parfois de nuit blanche, ne serait-ce que quand j'étais en doctorat, parce que la recherche ça prend du temps. Voilà. Mais j'ai eu tous ces diplômes-là. Donc, s'il y en a qui ne travaillent pas et qui mettent en avant leur diplôme, d'abord, moi, je me diplôme, c'est ça qui me donne travail au Cameroun. Non! Mais moi, je les ai eus. Donc, on ne peut pas dire que je n'ai pas le diplôme. Je l'ai le diplôme et je l'ai eu comme il fallait, Oui. en travaillant. Donc, je ne suis pas paresseux. Maintenant, on peut très bien avoir des qualités sans diplôme. Moi, je connais des physiciens qui n'ont pas de doctorat. Ils sont physiciens. Il y en a même qui ont eu un prix Nobel. Je pense, par exemple, à Freeman Dyson. Freeman Dyson n'a jamais passé le doctorat. Jamais. C'est un physicien de grand renom. Oui. Il le dit lui-même. Hein. Ça ne lui pose pas de problème de le dire. Voilà, bon, il est décédé maintenant. Mais je veux dire que le fait d'avoir un diplôme, c'est vrai, ne donne pas les compétences. Puisqu'il y en a qui ont des faux diplômes. Il y en a qui ont des diplômes par complaisance. Et ça se donne beaucoup en France. Beaucoup des endocolons ont des diplômes par complaisance, président. Ça leur permet d'occuper une place. Et comment tu vas alors montrer que ça... Non, moi je ne suis pas dans ce complexe-là. Moi je dis simplement que il y a un système qui a mis ça. Moi je les ai eus. Maintenant je sais très bien que le fait de l'avoir, C'est la raison pour laquelle ça ne change pas ça ne sera pas mon C'est discours. pourquoi j'ai demandé qu'on reste concis sur... Non, je ne vais pas commencer à dire aux enfants de ne travailler pas. Je dis que le fait d'avoir du diplôme, c'est vrai qu'il y a tout ce qu'on a dit là. Le fait de ne pas l'avoir aussi n'empêche pas d'avoir les compétences. Tout ça aussi c'est vrai. Oui. Ok. Mais il n'empêche que s'il y a un diplôme et que quelqu'un a l'intelligence et la capacité de travail pour l'avoir, et là, et qu'il peut le justifier, par exemple, moi j'ai mes publications, pour prendre le plutôt le plus élevé, voilà, ben, c'est valable. Non, si on commence à ridiculiser tout le monde, en ce cas, moi je vais commencer à regretter pourquoi j'ai travaillé. Si. D'accord. Si seulement on dit que tout ça, ça vaut zéro, c'est un torchon. Dans les enfants, ne vous fatiguez plus, hein, allez faire le commerce. D'accord, merci, vous professeur. serez des milliardaires. Merci, professeur. Bon, Merci. Vous ok. chutez, vous chutez, vous chutez. Lui, je vais chuter même. Pourquoi dire ça, toi? Vous chutez, vous chutez. Hein? Pourquoi dire ça, toi? Allez-y, chutez. Non mais pourquoi ne pas le dire? Si quelqu'un est de mauvaise foi, il peut dire que ça. Professeur, Bon, vous allez ok. chuter, vous allez chuter. Bon, en tout cas, je vais donc chuter pour dire que j'ai cité tous les exemples, j'ai même cité Ali Bongo, tous ces exemples-là. Donc, c'est vrai que cette Commission européenne ne méritait même pas qu'on s'attarde sur eux. Parce que le temps qu'on leur a donné, là, même si ce n'est que 20 minutes, c'est un temps qu'on aurait pu rajouter sur le Proche-Orient. Et y rajouter le problème avec Gaza. Parce que Gaza est tout des morts. On aurait même pu parler de nos propres problèmes ici, en Afrique. Par exemple, au Bénin, il y a du terrorisme, alors qu'il y a un talon qui est censé être président là-bas, qui a quand même ouvert les bases étrangères, qui amène le tourisme. C'est pas ça, président. Maintenant, l'Union européenne nous a pris du temps. Mais c'est pas de ta faute, hein. D'accord. Toi, tu es un journaliste, on doit te prendre à ton niveau, tu essaies d'éclairer le maximum de gens, ok? Et le sujet t'a intéressé, donc, et nous on a accepté d'y venir. D'ailleurs, je te remercie de m'avoir invité. Bon, voilà. D'accord, d'accord. Donc j'ai chuté. Merci pour les amitiés, professeur Belek. Et cette fois-ci, on va conclure ce sujet avec président Mbandakani. Alors, la question que j'aimerais vous poser cette fois-ci est celle de savoir la posture de l'Alliance des États du Sahel, qui est rigide face à cette pression, est-elle le modèle ultime de la déconnexion nécessaire pour que l'Afrique parle enfin d'égal à égal avec le reste du monde? D'abord, nous voulons rassurer le professeur Belek sur
la petite controverse qu'il y a eu tout à l'heure concernant les diplômes. Le débat, ce n'est pas le diplôme, c'est pas le diplôme en tant que tel. Mais lorsqu'une société fait du diplôme le sésame pour réussir dans une société, lorsqu'une société fait du diplôme la référence en termes de certification de la compétence et de la détention du savoir et de la connaissance, on va où? C'est ça le Cameroun. Tu as vu ton ministre de l'enseignement supérieur, non? C'est Jacques Ndongo, c'est son travail, matin, midi, soir, c'est son travail. C'est ça le problème. Ce n'est pas le diplôme, non. Ce n'est pas le diplôme, il faut bien comprendre la démarche. C'est-à-dire qu'en Europe où tu as été, dans l'Occident, ils ont dépassé ça la fois au moins 100 ans. C'est-à-dire que ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on reconnaît les compétences que les gens ont. Et c'est bien valorisé au niveau universitaire. On a vu le plus élevé du circuit de la connaissance. C'est ça qu'on parle. C'est quand on voit ce qui se passe dans les universités camerounaises, c'est que les universités sont devenues, on ne peut pas accepter ça. La preuve, quelqu'un comme toi, tu ne peux pas mettre les pieds à l'université au Cameroun. Tu ne peux pas. Pourquoi? C'est une secte. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire subir aux enfants à l'université parce qu'ils cherchent un diplôme. À la fin, quand ils l'ont obtenu, ils ne sont plus des êtres humains, ils ne sont plus des hommes. Mais en plus, même ils ont un savoir universitaire, diplômant, déconnecté de la vie sociale. Lorsqu'ils sortent un peu de là, ils sont perdus, ils ne savent rien faire, ils sont déconnectés. C'est l'instruction néocoloniale, professeur Bellec, tu le sais mieux comment. On nous a transféré ça, alors que même l'Europe n'est plus à ce niveau. Nous, on est encore au niveau qu'on appelle la néo-scolastique. Le savoir est dans les livres. Aristote a dit que les livres ont dit que les gens viennent à l'université, ils vendent les polycopies aux étudiants. C'est ça qu'ils font, etc. Le gars, lui, sort de là-bas. Il est instruit d'après le nom universitaire, mais il ne sait rien. Il ne sait rien. Il est déphasé. D'ailleurs, ils ont tellement compris ça que ils ont trop faux Cameroun. Ils commencent à parler de doctorat professionnel. Après, ils sont en train d'inventer des choses. Professionnalisation de l'enseignement. Ils traînent tout ça, ils bloquent même. C'est pas fait sérieusement, etc. Donc, on a un système scolaire qui ne sert à rien à notre pays, totalement déconnecté, néocolonial, et qui nous produit le système social qu'on a là, et l'administration qu'on a là au Cameroun. C'est de ça que nous parlons pour ce bel. Il ne s'agit pas du génie personnel de quelqu'un. Il ne s'agit pas du génie intrinsèque des gens, qui peut se traduire par l'obtention, après un parcours excellent, de ces diplômes. Ce n'est pas le diplôme que tu as fait, professeur Bellec, ce sont tes compétences. Et ça se traduit dans les publications et du rôle que tu as joué dans l'avancée de la science physique dans le monde. Et c'est reconnu, il y a des traces. Il y a des traces. Donc c'est ça que nous parlons. Ça n'a rien à voir avec... il ne s'agit pas de faire la chasse au diplôme, au diplômé. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Loin de nous. Une pareille idée. Alors pour revenir à ce débat, Bertrand a dit quelque chose tout à l'heure, je partage ça. Normalement, il y a des sujets sur lesquels on doit revenir. C'est un point de vue. Hein. On ne voulons pas les leçons de journalisme. Hein. On ne voulait pas les leçons, vous choisissez des sujets. Maintenant, on dit, il y a des sujets sur lesquels ça perd du temps. Parce que, si on prend le cas de l'Union européenne, je reviendrai à votre question. Je ne l'ai pas oublié, rassurez-vous. Ça veut dire que le président a suivi volaire. Non, je vais aller vite. Je réponds. D'accord. Mais je suis en train d'introduire ma réponse. Merci. Je suis en train d'introduire ma réponse. Non. Une fois que je l'ai dit, je respecte le calendrier que vous avez donné. Je dis bien que nous, c'est vous qui décidez des sujets ici. Voilà, donc, pour introduire cette Union européenne qui fait son théâtre qu'elle vient de faire là, vous vous rappelez il y a quelques semaines, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle est prête à rétablir ses relations avec les pays de l'AES. Vous avez oublié? Ça fait même pas 2 semaines. Monsieur Raman, ça fait pas 2 semaines que l'Union européenne a dit qu'elle est prête à reprendre ses relations avec l'Union européenne. Bon, quelques temps après, elle sort ce chiffon de son chapeau, de petite sorcière, pour dire que non, vraiment, il faut libérer Bazoum. C'est la schizophrénie. C'est la schizophrénie, vous voyez que ça découle de quoi? D'une entité, parce que c'est une entité, c'est pas un État, c'est une union à partir d'un traité. C'est une entité internationale. Donc, vous avez une entité qui vous dit, il y a quelques jours, que nous sommes prêts, nous voulons reprendre la coopération avec les États de l'AES. Puis le temps après vous dit, libérez Bazoum. Nous sommes dans une schizophrénie qui caractérise cette organisation. Pourquoi? Parce
que quand vous voyez la manière par laquelle elle est née, la manière par laquelle on a accéléré sa constitution, à travers le fameux référendum, où les peuples ont dit non, nous ne voulons pas de l'Union européenne telle que vous l'avez présentée. Les peuples ont dit non. Il s'est passé quoi? Des types comme Sarkozy, ils sont allés contourner pour dire aux Français, ils ne sont pas du tout français, que qui vous a demandé de... Vous pouvez qu'on demande votre point de vue? Vous n'avez rien compris pour les Français. Vous n'avez pas dit, soit vous votez oui, soit vous vous taisez. Nous allons considérer que vous n'existez pas. On a continué, on a dit, ils ont passé par un vote à la majorité qualifiée à l'Assemblée nationale. On a reconstruit, on a reconduit le traité que les Français avaient rejeté. Je pense que tu connais l'histoire mieux que nous. Bien sûr. Voilà. Après, très bien. De Lisbonne. Voilà. Lisbonne. Donc, vous voyez comment cette organisation est née et s'est constituée. Donc, elle existe contre les peuples. Elle n'a aucune légitimité démocratique. C'est connu de tous, d'après les normes européennes en passant, d'après les normes européennes. Et puis, la dame qui est présidente ne sait pas ce qu'on appelle une élection. Elle a été élue, en fait. Elle n'a jamais été élue. Elle ne sait pas ce qu'on appelle l'élection. Elle ne sait pas ce que veut dire rendre compte aux gens. Elle ne sait pas ce que veut dire même consulter les gens. Vous avez affaire à une malade mentale, à tout point de vue, qui ne sait pas ce que veut dire les relations internationales dans ses comportements quotidiens, qui ne connaît pas ce qu'on appelle le rapport à un peuple, aux populations. Plus grave, elle a un problème sérieux avec l'idée même de la démocratie. La dernière prouesse en date, c'est la Roumanie. Ils ont inventé une histoire que, aujourd'hui, les tribunaux en Roumanie viennent de démontrer que c'était du n'importe quoi. Et que tous ceux pour lesquels on a accusé ce monsieur qui a gagné les élections, on a dit que c'est une agence russe. On a inventé toute une histoire pour dire qu'il ne peut pas avoir gagné les élections en Roumanie. On a volé le résultat des élections. On a fait passer quelqu'un qui n'a pas gagné les élections. Les tribunaux en Roumanie viennent de dire que c'est un dossier vide, il n'y a rien là. Vous connaissez qui a porté ce dossier, monsieur? C'est l'Union européenne. Et ce truc-là qu'on appelle Madame la Présidente. Moi, je dis ce truc-là, parce que moi, je ne sais même pas d'où elle sort. C'est pas fort, Président? Mais c'est toujours fort pour vous. C'est toujours fort pour vous. On va même vous présenter devant vous qu'il mange même votre propre mère. Vous allez dire c'est toujours fort, vous allez les appeler président, vous allez dire qu'il faut respecter le protocole. Président, Oui. deux rappels. Un, c'est von der Leyen, hein, Oui. puisque c'est une dame, il faut la respecter. Mais on va quand même dire la vérité. Hein. Aucun respect. Elle a signé un contrat sur les vaccins avec Bourla J'allais y arriver. au téléphone. 8 milliards d'euros Je vais y arriver. au téléphone. Non, Batou. Elle a dit que l'Europe est une civilisation de tradition talmudiste. C'est même pas gréco-latin, c'est pas judéo-chrétien. Elle a dit talmudiste. Il y a pire. Von der Leyen, voilà. D'accord, on y va. Ça veut dire que tu as oublié. Oh non, rappelle, vas-y. Elle a le faux diplôme. Je ne savais pas. On dit encore si c'est... Non, je veux lui rappeler que tu parlais là. Elle a le faux diplôme, c'est connu en Europe. Elle est faussaire depuis sa jeunesse. Faussaire. On a chassé en Allemagne parce que, pour corruption, on a recyclé l'Union européenne. C'est-à-dire, l'Union européenne, c'était un réceptacle de déchets. C'est-à-dire, on a chassé en Allemagne pour corruption. L'Union européenne l'a récupéré pour en faire la présidente. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est pour vous démontrer la valeur de cette institution, sa valeur. Sa valeur. Donc, ils ont créé un bouclier démocratique qui consiste, à chaque fois que les peuples vont élire un dirigeant, si ça ne convient pas à leur fantasme mondialiste de l'Union européenne, là, on vous demande de faire comme on l'a fait en Roumanie, on annule le vote. Monsieur Raman, nous parlons d'une organisation qui donne des leçons à un État comme le Niger. Le Niger peut reprocher n'importe quoi au Niger. Le Niger, il y a eu une révolution militaro-populaire, il n'y a pas eu de mort. Oui, Ah, très bien. Je dis il n'y a pas eu de mort. ça c'est clair. Ils n'ont pas vu pourquoi. Pour être ils ont vu. Ils auraient voulu qu'il y ait beaucoup de morts. Il n'y a pas eu de mort. Vous pouvez reprocher n'importe quoi au militaire de l'ARS, pour ne parler seulement de parler de l'ARS. Puisque Madame von Leyen, puisqu'il faut l'appeler Madame, il faut l'appeler Madame. Ce truc-là, il faut l'appeler Madame. Oui, du moins pour ne pas attaquer les féministes. Pourquoi? Mais si une femme se considère que Madame von Leyen est sa référence, ben, elle a qu'à faire ce qu'elle veut. Il y a les femmes dans le monde qui ne peuvent pas avoir pour référence cette malade mentale. Donc,
J'étais en train de vous dire, vous pouvez reprocher tout ce que vous voulez aux militaires de l'AES, comme vous les appelez, vous dites que ce sont des putschistes. Voilà. Ce sont des putschistes. Et de ce fait, ils sont infréquentables. Les militaires de l'AES n'ont pas organisé le Covid à l'échelle mondiale. Et ils ont tué, pour ce balai, près de 9 millions de personnes. Planifié. Je dis bien planifié. Au cœur de ce crime universel, vous avez cette dame qu'on appelle Ursula von der Leyen à travers le contrat qu'elle a signé. Mais plus grave, à travers son mari, elle est impliquée à tous les niveaux. Même ses enfants sont impliqués dans ce crime, parce que c'est un crime de haut niveau. Un faux contrat qu'elle a fait signer. Elle a soustrait le contrat au contrôle de tous, monsieur, en Europe, au Parlement européen. Personne ne peut contrôler ce contrat parce que c'est un contrat dans le député européen avec des rayures noires partout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Non, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Vous avez vu le militaire nigérien faire ça? Vous avez vu le militaire faire ça? Non seulement elle a organisé le Covid pour tuer, elle a fait vacciner des millions d'Européens. Ils sont tous là pratiquement en situation de suicide en termes de vie. Alors je vous parle, monsieur. Tout ce qui est lié à cette affaire en Europe est censuré. Censure militaire. On ne parle pas de ça. Dans tous les pays du monde, dans des pays sérieux, hein, on ouvre le dossier. C'est ouvert partout. Partout. C'est connu sur le Covid. En France, et monsieur, l'Union européenne, c'est un secret militaire violent qui frappe ces dossiers-là. Vous voyez les gens, à l'AES, on ne fait pas ça. On ne planifie pas la mort des citoyens. Et on ne les assassine pas des vaccins, des faux vaccins. Elle a fait ça, cette dame-là. Elle est corrompue jusqu'aux os. J'allais dire jusqu'aux os. Et les Européens sont fatigués de cette institution, ils ne savent pas comment faire. Monsieur, vous savez qu'à l'heure actuelle, Epstein, le dossier Epstein, vous savez que c'est interdit d'en parler en Europe et en France? Interdit d'en parler. Aucun magistrat ne se lève. Personne. Je ne dois pas prononcer Epstein. On va voir ce que vous apprenez. Comment prononcer le nom? On l'appelle maintenant Epstein, comme s'il est russe. C'est ça. Vous voyez à quel niveau on arrive? Président, sur le dossier Epstein, c'est le républicain, le député républicain Thomas Massi dit ceci. Il y a tous les noms, tous les milliardaires, tous ceux qui ont financé les politiciens sans exception. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi vous n'en avez pas entendu. Parce que tout le monde est là. Et ils feront tout pour que aucun de ces documents ne voit le jour. Epstein était un agent de renseignement. Il faisait partie d'une opération de chantage des milliardaires. Ça veut dire que pratiquement tous les milliardaires de la Terre. Les milliardaires quoi? Les hommes politiques, tous sont mouillés dedans. Tous sont mouillés dedans. Quand on parle, monsieur, je vais aller au fond, hein. Je vais poser une question, monsieur. Je vais aller au fond. L'Union européenne est attachée aux valeurs, les droits de l'homme, la démocratie, etc. Où dit-on? Vous pouvez m'expliquer qu'une institution qui est attachée à des valeurs, Bertrand, ferme les yeux sur un scandale du niveau d'Epstein, où on a mangé les enfants. On les a déchirés, vitrifiés, démolis. Oh monsieur, c'est par millions. Par millions. Pourquoi Mme von der Leyen fait comme si ça n'existe pas? Pourquoi elle ne s'en saisit pas? Il n'y a pas un juge en Europe, il n'y a pas un magistrat en Europe capable de prendre cette affaire en main. Alors que ça se fait alors qu'il y a encore des retentissements, des vieilles affaires de pédophilie en France, parce que la France c'est un pédoland. Il y a beaucoup d'affaires qui montrent ça. Il y a au Parlement européen un monsieur comme Combedi, je ne vais pas citer les autres, qui faisait l'apologie de la pédophilie en direct au sein du Parlement. Daniel Combedi. Et il a écrit un livre où il célébrait la sexualité des enfants avec les adultes, comme étant quelque chose de merveilleusement divin. Il y a les musiques même de Charles Aznavour où il parle du viol. C'est dernièrement que j'ai découvert ça. Mais je ne veux même pas arriver à ce niveau. Michael Jackson a une chanson où il dit si tu sais que tu ne peux pas élever ton enfant, n'en fais pas parce que des gens vont le manger. Bien sûr. C'est l'une des raisons de sa disparition. Vous avez, monsieur Raman, Oui. l'Union européenne finance Tchahal, vous le savez? Vous le savez? Je vous informe. Non, je vous informe pas. Non, je vous informe pas, je vous dis un fait. Alors, si je vous informe, ça veut dire que vous n'êtes pas journaliste. Je sais que vous le savez. Finance Tchahal. À l'heure où cette ordure criminelle qu'on appelle Netanyahou
était en train de massacrer à Gaza, l'Union européenne lui donnait les armes et finançait les armes. Les militaires du Sahel ont fait ça. Non. Pourquoi Bertrand vous dit qu'il y a un problème? De venir nous mettre comme ça, les palais sujets sur la table. Il y a un problème. C'est que vous demandez une chose qu'Ursula von, elle s'assoit, parle avec elle est qualifiée à parler avec qui? Elle peut parler avec un vrai dirigeant africain qui se respecte, c'est parce que nous sommes là où nous sommes, monsieur. Vous l'avez vu sur là, elle ressemble à quoi? Vous l'avez vu comme ça en face de vous? Parce que quand on va en Chine, même le plancton du dernier état chinois, c'est-à-dire le sous-plancton, ne peut pas l'accueillir, monsieur. Où on envoie le bus, c'est un vieux bus qu'elle a cherché, qu'elle a arrivé. Elle était reçue pour quel officiel, monsieur? En Chine. Vous êtes sérieux? Il y a qu'en Afrique où elle peut se retourner, quand elle s'ennuie, quand elle manque de chaleur, quand personne la regarde, après avoir fumé toutes ces niaiseries qui font là-bas en Europe, elle s'ennuie. Et puis ils prennent des communautés comme ça pour se défouler. Et on se défoule sur qui? Sur l'Afrique. Vous croyez que dans des pays sérieux, on peut parler avec Ursula von der Leyen? Voilà une organisation qui a protégé, financé le génocide à Gaza en plein 21e siècle, début du 21e siècle. Elle ose écrire ça, ce chiffonnerie pour parler au Niger, à M. Bazoum. Oui, monsieur, c'est possible parce que c'est en Afrique. Vous savez que le président colombien, Gustavo Petro, vient de faire à Donald Trump. Ce petit voyou a eu l'audace de vouloir le menacer. Il lui dit, tu vas prendre les immigrés que je renvoie chez toi, qu'ils soient en légalité ou pas. Il lui a dit, monsieur, je ne transite pas sur la dignité de mes ressortissants. Il a dit, ok, je vais te suspendre ceci. Allez fouiller, vous allez voir ce qu'a fait M. Petro. Voilà encore un truc qu'il faudrait mettre sur le plateau ici pour qu'on dise leçon à l'Afrique. Voilà un cas. Comment le président de la Colombie a déshabillé Donald Trump et a montré que l'Amérique ne vaut rien. Bien sûr. On va revenir dessus la semaine prochaine. Il a dit, parce qu'il est ancien guerrier russe, n'est-ce pas? Non, c'est pas guerrier, il a mis sur pied une stratégie. Oui. Rapidement. Il n'est pas à reprendre des armes. Non, c'est pas les armes. Il a réfléchi, c'est la réflexion, professeur Belek. Je sais qu'il était, c'est l'ancien guerrier russe. Non, je laisse en C'est pour ça qu'il a cette mentalité. Il ne pas reprendre des armes. Très bien. Parce qu'il avait dit qu'il ne reprendrait plus. Mais que pour Trump, là, il n'est pas reprendre. C'est même pour ça qu'il a cette mentalité. C'est un ancien guerrier, n'a pas peur, ne recule pas. Mais c'est la réflexion stratégique. Rapidement, à l'intérieur record, les Américains se sont retrouvés, il les a écrasés, et ils ont inventé une nouvelle alliance qui est en train d'émanciper les pays de l'Amérique latine. Alors où nous parlons. Ça inclut le Venezuela, en fait. Il y a le Brésil, il y a quelques pays, là, le Mexique, la Chine. C'est un corridor qu'il a rapidement inventé. Et l'Amérique a été dépassée, ne sait pas quoi faire. De l'autre part, il a honte de sa vie. Pour dire quoi? Quand tu as affaire de brutes et des choses comme ça, comme vous appelez, comme M. von der Leyen, comme ça, c'est incroyable. Une génocidaire, une co-génocidaire, nous connus de tous comme étant ça. S'asseoir à Bruxelles, on fait un document. Maintenant, il faut libérer Bazoum, il faut respecter le droit international. Donc Netanyahu respectait le droit international en massacrant les enfants à Gaza, en génocidant à Gaza. Mais ça va s'arrêter ces choses-là. Ça va s'arrêter. Je fais un parallèle avec le Cameroun. Le Cameroun a vécu ça. Avec un certain Marafa Amidou Yaya. Quand vous le voyez faire ça, c'est qu'ils réclament leur agent. C'est un agent. C'est un grand agent qu'ils avaient placé à la tête du Niger pour faire leurs opérations dans tout le Sahel. On sait que Bazoum coordonnait les cellules terroristes et recyclait les rançons. On sait ça, Bazoum. Raison pour laquelle il avait d'ailleurs déclaré que les armées ne servent à rien. Les armées ne servent à rien. Il ne peut pas affronter les terroristes. Un président qui dit ça de son armée, il a dit ça. Et tout à l'heure, Jonathan, il faut bien rappeler que c'est de manière constitutionnelle qu'il a été condamné. C'est la constitution du Niger avait prévu comment on gère de pareils cas. Bon, c'est trop demandé à Mme von der Leyen de lire la constitution d'un pays africain. On se comprend. C'est trop demandé, c'est pas son niveau, elle ne peut pas le faire. Pas le faire. Parce qu'on lui apporte toujours, toi déjà rédigé, elle sait. On dit elle est tout intelligente, elle ne sait rien. Elle a un cerveau vide. Tout à l'heure, Bertrand vous parlait des députés européens. C'est-à-dire, si vous saviez le niveau de ces gens-là. Alors, si vous mélangez tous les idioties, et leur tête vide, ça fait la tête de Ursula von der Leyen.
Elle est la somme de leur ignorance, de leur idiotie. Parce qu'il faut être un idiot pour permettre un truc comme ça, et qu'on envoie ça, on peut lui même ça vous dire que, comme l'Union de l'Union européenne. Soumettre au vote. Il y a eu 524 Ils ont même voté. 2 contre et 29 abstentions. Ils ont même voté ça. On dirait que Niamey était une préfecture. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. On a dû vous expliquer ça. On nous dit, nous, Afrique, ne nous soumettez plus à ça. D'accord, prochainement, on va C'est ça, faire ça. j'essaie de vous démontrer, au moins l'intérêt de ton sujet, c'est que ça nous montre comment on a fait à des tonneaux, des têtes vides qui ont rempli le Parlement européen. C'est quand même intéressant. Vous comprenez ce qu'a fait là? Si ça vient de toi. Tu comprends ce qu'a fait? Ça a été voté. Oui, ils ont soumis au vote. Lis le vote de la bête, c'est 520 députés. 524 voix pour. Donc, tu as 500 idiots au Parlement européen. Vous savez comment on les vote? Parce que ce sont les lobbies qui les placent. Qui les placent. C'est les petites de ceux qui les placent. Je vous dis que ce sont les lobbies, ce sont tous. C'est les Orano qui Ce sont les lobbyistes qui les placent là-bas. On connaît comment ils sont votés. Monsieur, écoutez très bien. Ce sont les lobbies, le cabinet de lobbying qui prépare les projets de loi. Ah ouais. Les directives. Je vous dis comment ça fonctionne. Quand vous dites, vu que, quand il ne sait pas trop, je ne sais pas, je dis ce qu'ils sont. Tonneaux vides, têtes vides, bêtes. Et vous recensez leur tête, vous auditionnez, ça fait la tête du cela formulaire. Le sommet de la bêtise et de l'idiotie. Bien sûr. Bien sûr. Parce que vous pouvez arrêter les bêtises dans votre parlement quand ça circule. Vous dites, monsieur, si je vous en prie, il y a quand même des limites à ne pas franchir. Avant d'envoyer tel document à un pays souverain, rassurez-vous que vous avez lu sa constitution au moins. Bien sûr. Mais elle n'a pas lu. Libérez Bazoum. Les Américains et les Français, les Américains en dernier instant, ont passé le temps à faire des injonctions pour dire libérer Marafa. Je sais pourquoi, Bertrand. Ils ont ouvertement dit pour Sebelek que c'est notre argent. Ils sont allés convoquer la réciprocité des accords qui lient les services de renseignement pour demander la libération de M. Marafa. Et tu as le Camerounais qui dit que c'est un bon président, c'est un grand ministre. C'est-à-dire c'est un traître. Vous comprenez ça? Je dis le mot cru, c'est un traître. Ils ont fait ça. Le Cameroun n'a même jamais répondu. C'est-à-dire le Cameroun n'a jamais répondu. On ne vous répond même pas. Ils sont agités. Le Cameroun n'a jamais répondu. Vous dites que c'est une tradition, on vit ça. C'est le mépris. C'est le mépris, mon cher ami. Donc, cet accord-là, je chute, cette énième fanfaronnade n'est que l'expression d'entités représentant l'Occident, incapable de s'émanciper d'une mentalité colonialiste, raciste à l'égard des Africains, à l'égard de l'Afrique et des Africains. Nous disons tant pis pour eux. Voilà.